Imaginez-vous recevoir un faire-part de mariage, celui de votre propre fils, mais découvrir que votre nom ne figure nulle part sur la liste des invités. C'est exactement ce qui est arrivé à Marguerite Dubois, une femme de 58 ans qui pensait avoir tout vu dans la vie. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos histoires bouleversantes. Marguerite tenait entre ses mains tremblantes l'élégant carton d'invitation couleur ivoire. Les lettres dorées brillaient sous la lumière de sa cuisine, annonçant l'union de Thomas et Camille pour le 15 juin. Elle avait retourné l'enveloppe dans tous les sens, vérifié l'adresse, relu le contenu, mais son nom n'apparaissait nulle part. Pas même un « et accompagnateur » qui aurait pu laisser place au doute. Son fils unique, qu'elle avait élevé seul après un divorce difficile, l'excluait du jour le plus important de sa vie. 28 ans qu'elle l'avait mis au monde, des années de sacrifices, de nuits blanches, de privations pour lui offrir les meilleures études, et voilà comment il la remerciait. Les larmes coulaient maintenant librement sur ses joues ridées par les épreuves. Comment en était-il arrivé là? Quand exactement leur relation s'était-elle brisée au point qu'il ne veuille même plus la voir le jour de son mariage? Marguerite posa l'invitation sur la table et s'effondra sur sa chaise. Le silence de son petit appartement parisien lui sembla soudain assourdissant. Mais ce qu'elle ignorait, c'est qu'un appel téléphonique allait bientôt tout changer. Attendait de découvrir qui était au bout du fil et ce qu'il avait à lui révéler. Pour comprendre cette tragédie familiale, il faut remonter 15 ans en arrière, quand Thomas n'avait que 13 ans et que le monde de Marguerite s'écroulait. Son mari Pierre, cadre dans une grande entreprise, avait décidé de la quitter pour sa secrétaire de 20 ans, sa cadette. Un cliché douloureux qui avait déchiré leur famille. Marguerite se souvenait encore de cette soirée pluvieuse de novembre où Pierre avait fait ses valises. Thomas, caché derrière la porte de sa chambre, avait tout entendu. Les cris, les reproches, les accusations. Pierre reprochait à Marguerite d'être devenue terne et prévisible, elle qui avait pourtant sacrifié sa carrière d'architecte pour s'occuper de leur foyer. Tu ne comprends rien à la vie moderne, Marguerite. Tu es restée bloquée dans les années 80, avait-il lancé en claquant la porte. Le divorce avait été un calvaire. Pierre, habile homme d'affaires, avait réussi à minimiser la pension alimentaire en cachant une partie de ses revenus. Marguerite s'était retrouvée seule avec Thomas dans un petit appartement de banlieue, contrainte de reprendre un travail d'employé de bureau pour joindre les deux bouts. Thomas avait mal vécu cette période. Adolescent en pleine construction, il avait besoin de repères stables. Marguerite faisait de son mieux, mais les fins de mois étaient difficiles. Parfois, elle devait refuser les sorties avec ses amis, les vêtements de marque, les gadgets technologiques que ses camarades possédaient. Pourquoi? Papa ne vit plus avec nous, demandait-il souvent. Marguerite ne savait jamais quoi répondre. Comment expliquer à un enfant que son père avait choisi une autre vie? Elle avait tenté de préserver l'image paternelle, évitant de critiquer Pierre devant Thomas. Une erreur peut-être, car le garçon avait fini par idéaliser ce père absent qui l'emmenait au restaurant le dimanche et lui offrait des cadeaux coûteux. Les années avaient passé, et Thomas était devenu de plus en plus distant. Il reprochait à sa mère sa négativité constante, ses inquiétudes financières, sa tendance à dramatiser. À 18 ans, il était parti étudier à Lyon, prétextant vouloir son indépendance. Marguerite avait respecté son choix, continuant à l'aider financièrement malgré ses moyens limités. Elle s'était privée de vacances, de sorties, de petits plaisirs pour que son fils puisse poursuivre ses études d'ingénieur. Mais Thomas semblait considérer cela comme acquis, oubliant les sacrifices de sa mère. Leur conversation téléphonique s'était espacée, leur rencontre aussi. Thomas invoquait toujours des excuses, les examens, le travail, les projets avec ses amis. Marguerite sentait qu'elle perdait son fils, mais ne savait comment inverser la tendance. Et puis, il y avait eu cette dispute terrible lors de ses 25 ans. Thomas lui avait reproché d'avoir gâché sa jeunesse en se montrant trop possessive. Des mots qui avaient blessé Marguerite au plus profond de son être. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que quelqu'un d'autre allait bientôt entrer dans la vie de Thomas et achever de les séparer définitivement. Camille Moreau était tout ce que Marguerite n'était pas. À 26 ans, cette jeune femme blonde aux yeux verts possédait une assurance naturelle qui forçait l'admiration. Issue d'une famille bourgeoise de Neuilly-sur-Seine, elle évoluait dans un monde que Marguerite ne connaissait que par les magazines, celui des vernissages, des restaurants étoilés et des week-ends en résidence secondaire. Thomas l'avait rencontrée lors d'un séminaire d'entreprise à Cannes. Camille travaillait dans le marketing pour une marque de luxe, un poste qu'elle avait décroché grâce au réseau de son père, directeur d'une grande banque parisienne. Dès leur première rencontre, elle avait été séduite par l'intelligence et l'ambition de Thomas, mais aussi par son côté authentique, qui contrastait avec les fils à papa de son milieu habituel. Pour Thomas, Camille représentait tout ce dont il avait rêvé. L'élégance, la réussite sociale, l'accès à un monde qu'il convoitait secrètement depuis l'adolescence. Auprès d'elle, il pouvait oublier les années difficiles de sa jeunesse, les fins de mois compliquées,
l'appartement exigu de sa mère. Quand Thomas avait présenté Camille à Marguerite, 2 ans plus tôt, la rencontre avait été un désastre. Marguerite avait préparé un déjeuner simple dans son petit appartement, espérant faire bonne impression. Elle avait mis sa plus belle robe, celle qu'elle réservait pour les grandes occasions, et avait cuisiné le plat préféré de Thomas, un pot-au-feu comme elle savait si bien le faire. Camille était arrivée vêtue d'un tailleur Chanel, ses talons claquant sur le carrelage défraîchi de l'entrée. Son regard avait balayé le salon modeste, s'attardant sur les meubles dépareillés et les rideaux fanés. Marguerite avait immédiatement perçu ce jugement silencieux mais impitoyable. « C'est charmant », avait dit Camille avec un sourire poli qui ne trompait personne. Le déjeuner s'était déroulé dans une atmosphère tendue. Camille picorait dans son assiette, prétextant un régime strict. Elle parlait de ses voyages, de ses projets professionnels, de son appartement dans le 16e arrondissement avec une désinvolture qui mettait Marguerite mal à l'aise. « Thomas m'a dit que vous aviez été architecte », avait-elle demandé avec une curiosité feinte. « Oui, avant mon mariage », avait répondu Marguerite, sentant le poids du jugement dans cette question apparemment innocente. Dommage d'avoir abandonné. Aujourd'hui, les femmes peuvent tout concilier, vous savez. Moi, par exemple, je ne compte pas m'arrêter de travailler, même quand j'aurai des enfants. Ces mots avaient été comme un coup de poignard pour Marguerite. Camille remettait en question tous ses choix, tous ses sacrifices, avec une désinvolture blessante. Après leur départ, Thomas avait appelé sa mère pour lui faire des reproches. « Tu aurais pu faire un effort, maman. » Camille a trouvé l'atmosphère pesante. C'est à partir de ce moment-là que les visites s'étaient espacées davantage. Camille trouvait toujours une excuse pour ne pas accompagner Thomas chez sa mère. Et progressivement, Thomas avait cessé de venir seul. Marguerite comprenait que Camille voyait en elle un rappel embarrassant du passé modeste de Thomas. Une mère célibataire, employée de bureau, qui vivait dans un petit appartement de banlieue, tout ce que la jeune femme voulait effacer de l'histoire de son futur mari. Mais Marguerite ne se doutait pas encore à quel point Camille était déterminée à l'écarter définitivement de leur vie. Marguerite n'était pas femme à baisser les bras facilement. Malgré l'accueil glacial de Camille et l'attitude de plus en plus distante de Thomas, elle avait multiplié les tentatives pour renouer avec son fils. Chaque initiative, pourtant, semblait creuser davantage le fossé qui les séparait. Elle avait d'abord essayé les grands classiques, les appels téléphoniques réguliers qui tombaient toujours au mauvais moment. Thomas était en réunion, en déplacement, ou simplement très occupé. Leur conversation se résumait à des échanges polis et superficiels qui laissaient Marguerite avec un goût amer. « Comment va le travail, mon chéri ? » « Ça va, maman. Écoute, je suis pressée, et Camille ? Elle va bien. Bon, il faut que j'y aille. » Pour l'anniversaire de Thomas, elle avait osé organiser une surprise. Elle s'était rendue à Lyon avec un gâteau fait maison et quelques cadeaux choisis avec soin, une montre héritée de son propre père et un livre de photographie sur l'architecture moderne, en souvenir de sa passion abandonnée. Elle avait sonné à la porte de leur appartement, le cœur battant d'espoir. Thomas avait ouvert, visiblement contrarié. « Maman ? Qu'est-ce que tu fais là ?» Derrière lui, Marguerite avait aperçu Camille en robe de soirée, et plusieurs invités élégamment vêtus. Ils organisaient une fête d'anniversaire à laquelle elle n'était pas conviée. « Je voulais te souhaiter ton anniversaire », avait-elle balbutié, tendant maladroitement le gâteau. « Tu aurais dû prévenir, maman. On a des invités. » Camille s'était approchée, affichant son sourire de façade. « Madame Dubois. Quelle surprise !» Malheureusement, nous recevons des collègues de Thomas ce soir, l'humiliation avait été terrible. Marguerite était repartie avec son gâteau, sous les regards gênés des invités qui avaient assisté à la scène depuis le salon. Elle avait ensuite tenté l'approche moderne, les réseaux sociaux. Elle s'était inscrite sur Facebook pour suivre la vie de son fils à distance. Mais Thomas avait rapidement limité l'accès à son profil, la privant même de cette fenêtre sur son quotidien. Marguerite avait alors essayé de passer par les centres d'intérêt de Camille. Elle s'était inscrite à des cours de cuisine gastronomique, pensant pouvoir impressionner sa future belle-fille. Elle avait appris à préparer des plats sophistiqués, acheté de la vaisselle plus moderne, refait la décoration de son salon avec ses maigres économies. Quand elle avait invité le couple pour un dîner nouvelle formule, Camille avait trouvé le prétexte d'une allergie alimentaire soudaine. « C'est dommage, j'aurais adoré goûter votre cuisine, mais mon médecin m'a prescrit un régime très strict. Les fêtes de fin d'année avaient été particulièrement douloureuses. » Marguerite passait Noël seule, espérant un appel qui ne venait jamais qu'en fin de journée, bref et convenu. Elle envoyait des cadeaux qui restaient sans réponse, des cartes qui n'étaient jamais mentionnées. Et sa sœur Claire, qui vivait à Marseille, tentait de la consoler lors de leur conversation téléphonique. « Tu en fais trop, Marguerite. Laisse-le venir à toi. » Mais comment laisser venir un fils qui semblait déterminé à s'éloigner ? Marguerite avait même envisagé de déménager plus près de Lyon, mais ses moyens financiers ne le permettaient pas. Le dernier espoir s'était
envolé lors de l'annonce des fiançailles. Thomas l'avait prévenu par SMS, « Maman, Camille et moi nous fiançons. Je t'appelle bientôt. » L'appel n'était jamais venu. Marguerite avait alors compris qu'elle perdait définitivement son fils. Mais elle était loin d'imaginer que le pire restait à venir. C'était un mardi matin ordinaire de mai quand Marguerite découvrit l'ampleur de son exclusion. Elle descendait chercher son courrier, comme chaque jour, sans se douter que sa vie allait basculer. Entre les factures et les prospectus publicitaires, une enveloppe crème attira son attention. Son cœur s'emballa en reconnaissant l'écriture soignée de Thomas. Retour dans son appartement, elle ouvrit délicatement l'enveloppe, pensant enfin recevoir une invitation officielle au mariage. Ses mains tremblaient légèrement d'émotion. Peut-être que son fils avait finalement réalisé qu'une mère ne pouvait pas manquer le jour le plus important de la vie de son enfant, mais ce qu'elle découvrit la glaça d'horreur. C'était effectivement un faire-part de mariage, mais pas une invitation. Juste une annonce froide et impersonnelle. Thomas Dubois et Camille Moreau ont l'honneur de vous faire part de leur union qui sera célébrée le samedi 15 juin 2025 en l'église Saint-Sulpice à Paris. Aucune mention d'invitation. Aucun carton d'accompagnement. Juste l'information brute, comme on en envoie aux connaissances lointaines ou aux relations professionnelles. Marguerite relut plusieurs fois le faire-part, cherchant désespérément un détail qui lui aurait échappé. Peut-être que l'invitation était dans une autre enveloppe? Peut-être qu'il y avait eu une erreur? Elle retourna vérifier sa boîte aux lettres, fouilla dans les prospectus, rien. Et la réalité la frappa comme une gifle, son propre fils ne voulait pas d'elle à son mariage. Elle s'effondra sur son canapé, le faire-part serré contre sa poitrine. Les larmes coulaient sans retenue. 58 ans de vie, et elle n'avait jamais ressenti une douleur aussi profonde. Même le divorce avec Pierre n'avait pas été aussi dévastateur. Perdre un mari était une chose, perdre son enfant unique en était une autre. Les heures passèrent dans un brouillard de chagrin. Marguerite ne mangea pas, ne but qu'un peu d'eau. Elle restait prostrée, fixant ce morceau de papier qui signait sa mort sociale et familiale. Comment expliquer à ses quelques amis, à sa sœur Claire, qu'elle n'était pas invitée au mariage de son fils? Le lendemain, elle trouva le courage d'appeler Thomas. Sa voix tremblait quand il décrocha. « Thomas, c'est maman. J'ai reçu ton faire-part. Ah oui, parfait. Tu es au courant maintenant. Mais, et mon invitation? » Unsilenced peasant installa. Marguerite entendait sa propre respiration saccadée. « Maman, on a décidé de faire quelque chose d'intime. Juste la famille. Proches et les amis les plus chers. Mais je suis ta mère. Écoute, c'est compliqué. Camille et moi, on veut que ce jour soit parfait. Sans tension, sans complication. » Le mot « complication » résonna dans l'esprit de Marguerite comme un coup de massue. Elle était devenue une complication dans la vie de son propre fils. « Thomas, je t'en supplie. Je ne demanderai rien, je resterai discrète. Juste être là, voir mon fils se marier, ma décision est prise, maman. Je suis désolée. » Il avait raccroché, la laissant avec le combiné dans la main et un vide abyssal dans le cœur. Cette nuit-là, Marguerite ne dormit pas. Elle se demandait si elle avait encore une raison de vivre. Son fils, sa seule famille, l'avait rayé de son existence. Mais ce qu'elle ignorait, c'est qu'un événement inattendu allait bientôt révéler que cette exclusion cachait des secrets bien plus sombres qu'elle ne l'imaginait. Le vendredi soir, Marguerite arriva au Café de la Paix avec 15 minutes d'avance. Elle avait passé la journée dans un état de nervosité extrême, incapable de se concentrer sur son travail. Elle s'était changée 3 fois avant de sortir, hésitant entre paraître trop apprêtée ou trop négligée pour ce rendez-vous mystérieux. Elle choisit une table dans un coin, d'où elle pouvait observer l'entrée. À 20 heures précises, un homme d'une 60aine d'années poussa la porte du café. Grand, les cheveux gris soigneusement peignés, il portait un costume sombre et une cravate bleue. Son regard balaya la salle avant de se poser sur elle. Il s'approcha avec une démarche légèrement claudicante. « Madame Dubois? Monsieur Beaumont, je suppose. » Il s'assit en face d'elle, commanda un café et la regarda longuement avant de parler. Ses yeux bleus exprimaient une tristesse profonde, mêlée de culpabilité. « Merci d'être venu. Je sais que cela doit vous paraître étrange. » Étrange est un euphémisme. Qui êtes-vous vraiment? Henri Beaumont soupira profondément, comme s'il rassemblait son courage. J'ai été comptable dans l'entreprise où travaillait votre ex-mari Pierre. Nous étions complices, d'une certaine façon. Pierre me demandait parfois d'arranger certains chiffres. Arranger. Dissimular. Des revenus, minimiser ses déclarations, surtout pendant votre divorce. Je l'ai aidé à cacher une partie importante de ses biens pour réduire la pension alimentaire qu'il vous devait. Marguerite sentit le sang se retirer de son visage. Elle avait toujours soupçonné Pierre de mentir sur ses revenus, mais elle n'avait jamais pu le prouver. Vous m'avez volé l'argent qui aurait dû revenir à Thomas et moi. Oui, avoua Henri, les yeux baissés. Et je le regrette profondément. Cette culpabilité me ronge depuis 15 ans. Mais ce n'est pas tout, n'est-ce pas? Vous
N'auriez pas pris le risque de me contacter juste pour des remords tardifs. Henri releva la tête, surpris par la perspicacité de Marguerite. Vous avez raison. Il y a autre chose. Quelque chose de plus récent et de plus grave. Il sortit de sa poche une enveloppe Kraft qu'il posa sur la table. Il y a 6 mois, Pierre est venu me voir. Il était malade, un cancer en phase terminale. Il voulait nettoyer sa conscience avant de mourir. Pierre est mort? Marguerite ressentit un choc, malgré tout ce qui s'était passé entre eux. Il y a 3 mois. Mais avant de mourir, il m'a confié quelque chose d'énorme. Quelque chose qui concerne directement l'attitude de Thomas envers vous. Henri poussa l'enveloppe vers Marguerite. Pierre avait gardé le contact avec Thomas toutes ces années. Plus que vous ne le pensiez. Et il lui racontait des mensonges sur vous. Quel genre de mensonges? Que vous aviez refusé la garde partagée par égoïsme. Que vous l'empêchiez de voir son fils. Que vous aviez exigé une pension alimentaire excessive. Que vous étiez amère et vindicative. Marguerite sentit ses jambes se dérober sous elle. Tout devenait clair, l'attitude distante de Thomas, ses reproches, sa froideur croissante. Mais ce n'est pas tout, continua Henri. Quand Thomas a rencontré Camille, Pierre l'a contacté directement. Il lui a raconté les mêmes mensonges, en ajoutant que vous étiez instable psychologiquement, que vous risquiez de gâcher leur bonheur. Mon Dieu, Camille a cru Pierre. Elle a même rencontré votre ex-mari plusieurs fois, en secret. Ils ont monté Thomas contre vous, méthodiquement, patiemment. Henri ouvrit l'enveloppe et en sortit plusieurs documents, des copies d'emails, des relevés téléphoniques, des photos. Pierre a tout gardé. Comme une assurance, ou peut-être par perversité. Regardez. Marguerite découvrit avec horreur l'ampleur de la manipulation dont elle avait été victime. Des emails entre Pierre et Camille, des stratégies pour l'éloigner. De Thomas, des conseils pour la discréditer, mais le plus choquant restait à venir, Marguerite tremblait en parcourant les documents qu'Henri avait étalés devant elle. Chaque page révélait une nouvelle facette de la conspiration ourdie contre elle. Les emails entre Pierre et Camille étaient particulièrement accablants. Elle découvrait une correspondance qui s'étalait sur 2 ans, depuis la rencontre de Thomas et Camille. Regardez celui-ci, dit Henri en pointant un email daté de 6 mois plus tôt. Marguerite lut avec incrédulité. Chère Camille, Thomas commence à culpabiliser de ne plus voir sa mère. Il faut intensifier nos efforts. Racontez-lui l'histoire de la fois où elle a menacé de se suicider si je partais. Cela devrait le convaincre qu'elle est manipulatrice. Mais je n'ai jamais menacé de me suicider, s'exclama Marguerite. C.S. Pierre inventait. Regardez la réponse de Camille. Parfait. Je vais aussi lui dire qu'elle m'a fait des remarques déplacées sur notre différence d'âge lors de notre dernière rencontre. Thomas déteste l'idée que sa mère puisse me juger. Marguerite se souvenait parfaitement de cette dernière rencontre. Elle avait été d'une politesse exemplaire, malgré l'attitude méprisante de Camille. Il y a pire, continua Henri en sortant d'autres documents. Voici les relevés téléphoniques de Pierre. Regardez la fréquence de ses appels avec Thomas et Camille. Les chiffres étaient éloquents. Pierre appelait Thomas au moins 3 fois par semaine et Camille presque quotidiennement. Une relation bien plus étroite que ce que Marguerite avait imaginé. Mais pourquoi Pierre faisait-il cela? Pourquoi tant de haine après toutes ces années? Henri hésita avant de répondre, visiblement mal à l'aise. Il y a quelque chose d'autre. Quelque chose que Pierre m'a avoué sur son lit de mort. Il sortit une dernière enveloppe, plus petite, marquée « Confidentiel ». Pierre n'a jamais supporté que vous vous en sortiez après le divorce. Il pensait que vous alliez vous effondrer, mendier son retour. Votre dignité, votre capacité à élever Thomas seul, cela l'humiliait. Marguerite découvrit alors une série de photos prises à son insu, elle sortant de son travail, faisant ses courses, accompagnant Thomas à ses activités scolaires. Pierre l'avait fait espionner pendant des années. Il était obsédé par vous, révéla Henri. Il ne supportait pas votre indépendance. Alors quand Thomas a grandi et commencé à prendre ses distances naturellement, Pierre a saisi l'occasion. Il a transformé cette distance normale entre un adolescent et sa mère en rejet définitif. Et Camille. Camille était l'instrument parfait. Une jeune femme ambitieuse, issue d'un milieu bourgeois, qui voyait en vous un obstacle à son ascension sociale. Pierre lui a fait croire que vous étiez dangereuse pour leur couple. Henri montra un autre email particulièrement révélateur. Ma chère Camille, Marguerite a toujours été possessive. Elle ne supportera jamais de perdre son emprise sur Thomas. Si vous voulez un mariage serein, il faut l'écarter définitivement. Mais Thomas, comment a-t-il pu croire tout cela? Pierre était malin. Il ne disait jamais rien directement. Il semait des doutes, posait des questions insidieuses. Ta mère ne t'a jamais parlé de cette époque. Tu es sûr qu'elle t'a tout dit sur notre divorce. Il créait un climat de suspicion. Marguerite réalisait l'ampleur de la manipulation psychologique dont son fils avait été victime. Depuis l'adolescence, Pierre avait distillé son poison, patient et méthodique. Et maintenant? Pierre est mort, mais le mal est fait.
Henri la regarda avec une expression déterminée. Pas forcément. Pierre m'a tout donné avant de mourir. Tous ses documents, tous ses aveux. Il voulait que la vérité éclate après sa mort. C'était sa façon tordue de se racheter. Vous voulez dire que... Je veux dire qu'il est temps que Thomas connaisse la vérité. Toute la vérité. Marguerite sentit un mélange d'espoir et de terreur l'envahir. Après tant d'années de mensonges, la vérité pourrait-elle vraiment triompher? Et surtout, était-il déjà trop tard pour sauver sa relation avec Thomas? Le mariage avait lieu dans moins de 48 heures, le samedi matin, jour du mariage, Marguerite se réveilla avec une détermination qu'elle n'avait plus ressentie depuis des mois. Henri Beaumont l'avait appelé tôt pour lui confirmer qu'il l'accompagnerait dans cette démarche cruciale. Ensemble, ils avaient décidé de se rendre directement chez Thomas avant la cérémonie. « Vous êtes sûr de vouloir faire cela aujourd'hui » avait demandé Henri. « C'est le jour de son mariage, c'est justement pour cela qu'il faut agir maintenant » avait répondu Marguerite. Avant qu'il ne soit trop tard. À 10 heures, ils sonnèrent à la porte de l'appartement parisien que Thomas et Camille avaient loué pour la semaine du mariage. Marguerite serrait dans ses mains le dossier contenant toutes les preuves de la manipulation de Pierre. Thomas ouvrit, vêtu d'un peignoir, visiblement surpris et contrarié. « Maman? Qu'est-ce que tu fais là? Et qui est cet homme? »« Thomas. Il faut que nous parlions. C'est urgent. »« Aujourd'hui? Tu plaisantes? Je me marie dans 4 heures. » Camille apparut derrière lui, en bigoudi, le visage déformé par la colère. « Qu'est-ce qu'elle fait ici? Thomas, tu avais promis qu'elle ne viendrait pas nous déranger. » Mademoiselle Moreau, intervint Henri d'une voix calme mais ferme. Je pense que vous devriez écouter ce que nous avons à dire. Cela vous concerne aussi. Et vous êtes qui exactement? Cracha Camille. Henri Beaumont. J'étais d'un ami de Pierre. Du Bois. Le visage de Camille s'effigia. Thomas Franca les sourcils. Papa, vous connaissiez mon père? Très bien. Et je sais aussi que vous vous êtes rencontrés plusieurs fois, Mademoiselle Moreau. En secret. Un silence pesant s'installa. Camille était devenue livide. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Vraiment? Henri sortit son téléphone et montra une photo. Restaurant Le Grand Véfour, 15 mars dernier. Vous et Pierre Dubois, en grande conversation. Thomas se tourna vers Camille, incrédule. Camille? Tu as rencontré mon père? Pourquoi tu ne me l'as jamais dit? Laissez-moi vous expliquer, coupa Henri. Votre père et votre fiancé se sont ligués contre votre mère depuis 2 ans. Ils ont monté une véritable campagne de désinformation pour vous éloigner d'elle. C'est ridicule, protesta Camille. Thomas, ne les écoute pas. Ta mère devient folle, elle invente des histoires. Mais Marguerite sortit les documents du dossier. Thomas, regarde. Voici les emails échangés entre ton père et Camille. Voici leur conversation téléphonique. Voici les mensonges qu'ils ont inventés sur moi. Thomas prit les papiers d'une main tremblante. Au fur et à mesure qu'il lisait, son visage se décomposait. Marguerite a menacé de se suicider. Elle est psychologiquement instable. Elle veut détruire votre bonheur. Il leva les yeux vers Camille. Tu as écrit ça? Thomas, je peux tout expliquer, et ça? Il brandissait un autre email. Il faut absolument l'empêcher de venir au mariage. Elle est capable de faire un scandale. Tu as vraiment écrit ça? Camille reculait vers le salon, cherchant désespérément une échappatoire. Ton père m'avait dit que ta mère était dangereuse. J'essayais juste de nous protéger. Enmentant? Enmanipulant? Thomas était livide de rage. Depuis combien de temps tu me mens, Camille? Je ne t'ai jamais menti. J'ai juste voulu éviter les problèmes. Marguerite s'approcha doucement de son fils. Thomas, je n'ai jamais menacé de me suicider. Je n'ai jamais essayé de t'empêcher de voir ton père. Je n'ai jamais dit de mal de Camille, même quand elle me méprisait ouvertement. Thomas regardait sa mère comme s'il la voyait pour la première fois depuis des années. Maman, qu'est-ce qu'on a fait? Mais Camille n'avait pas dit son dernier mot. Elle se redressa, retrouvant son arrogance habituelle. Très bien. Vous voulez la vérité? Oui, j'ai rencontré Pierre. Oui, nous avons parlé de Marguerite. Et alors? Elle ne méritait pas d'être dans notre vie. Regardez-la. Une petite employée de bureau qui vit dans un appartement minable. Elle nous aurait fait honte. Le masque était enfin tombé. Thomas découvrait le vrai visage de celle qu'il s'apprêtait à épouser. Mais le plus gros choc restait à venir. L'éclat de Camille avait créé un silence de mort dans l'appartement. Thomas la regardait avec une expression mélange d'incrédulité et de dégoût. Cette femme qu'il s'apprêtait à épouser venait de révéler sa vraie nature, méprisante, calculatrice, cruelle. Théo, tu penses vraiment ce que tu viens de dire? Demanda-t-il d'une voix blanche. Camille réalisa qu'elle était allée trop loin, mais il était trop tard pour faire marche arrière. Thomas, tu ne comprends pas. J'ai fait ça pour nous. Pour notre avenir. Ta mère nous aurait tirés vers le bas. Ma mère a sacrifié sa vie pour moi, explosa Thomas. Pendant que mon père me mentait et que toi tu manipulais,
elle continuait à m'aimer malgré ma froideur. Henri Beaumont choisit ce moment pour révéler le dernier secret. Il y a autre chose que vous devez savoir, Thomas. Votre père ne vous a pas tout dit sur les raisons de son divorce. Il sortit une dernière enveloppe de sa poche. Pierre m'a avoué sur son lit de mort qu'il avait eu plusieurs aventures pendant son mariage avec votre mère. Pas seulement avec sa secrétaire. Votre mère l'a découvert, mais elle n'a jamais voulu vous le dire pour préserver l'image que vous aviez de votre père. Thomas s'effondra sur le canapé, accablé par ces révélations successives. Maman, tu savais que papa me mentait sur toi, et tu n'as jamais rien dit. Marguerite s'approcha et posa doucement sa main sur l'épaule de son fils. Je ne voulais pas que tu souffres. Je préférais que tu me détestes plutôt que de détruire l'image de ton père. Mais j'ai été si cruelle avec toi. Si injuste, les larmes coulaient maintenant librement sur les joues de Thomas. 28 ans, et il découvrait enfin la vérité sur sa famille. Camille tentait désespérément de reprendre le contrôle de la situation. Thomas, écoute-moi. On peut oublier tout ça. Le mariage, nos invités nous attendent. On peut recommencer à zéro. Mais Thomas la regarda avec une froideur qu'elle ne lui connaissait pas. Recommencer? Après ce que tu as fait? Après. Tout est mensonge. Thomas, J. Tam. Non, Camille. Tu aimes l'idée de moi. L'ingénieur qui a réussi, qui peut t'offrir le standing social que tu recherches. Mais tu n'as jamais aimé l'homme que je suis vraiment. Sinon, tu n'aurais jamais cherché à m'éloigner de ma mère. Il se leva et se dirigea vers la chambre. Le mariage est annulé. Tu ne peux pas faire ça. Tous nos invités. Ma famille. Ma robe. Débrouille-toi. Moi, j'ai quelque chose de plus important à faire. Thomas revint quelques minutes plus tard, habillé simplement d'un jean et d'une chemise. Il prit sa mère par le bras. Maman, est-ce que tu accepterais de passer la journée avec moi? J'ai 15 ans de rattrapage à faire. Marguerite éclata en sanglots, mais cette fois, c'étaient des larmes de joie. Bien sûr, mon chéri. Bien sûr. Camille les regardait partir, incrédule. En quelques heures, son monde parfaitement orchestré s'écroulait. Elle qui avait tout calculé, tout manipulé, se retrouvait seule avec ses mensonges. Henri Beaumont s'arrêta sur le seuil. Mademoiselle Moreau, j'espère que cette leçon vous servira. L'amour véritable ne se construit pas sur des mensonges. Dehors, Thomas et Marguerite marchaient côte à côte dans les rues de Paris. Pour la première fois depuis des années, ils avaient l'impression d'être enfin libres. Maman, comment peux-tu me pardonner après tout ce que je t'ai fait subir? Parce que tu es mon fils, Thomas. Et qu'une mère pardonne toujours. Mais leur histoire était loin d'être terminée. Une surprise les attendait encore. 6 mois après ce jour bouleversant, Marguerite se tenait devant le miroir de sa nouvelle salle de bain, dans l'appartement que Thomas avait insisté pour lui offrir près de chez lui. Elle ajustait sa robe bleu marine, celle qu'elle avait choisie pour une occasion très spéciale. Aujourd'hui, son fils se mariait, pour de vrai cette fois. Car l'histoire ne s'était pas arrêtée à l'annulation du premier mariage. Quelques semaines après cette journée dramatique, Thomas avait rencontré Sophie, une institutrice douce et authentique qui travaillait dans l'école près de son bureau. Contrairement à Camille, Sophie avait immédiatement souhaité rencontrer Marguerite, curieuse de connaître la femme qui avait élevé un homme si merveilleux. Leur première rencontre avait eu lieu dans le petit café où Marguerite avait l'habitude de prendre son petit déjeuner. Sophie était arrivée avec un bouquet de fleurs simples et un sourire sincère. Madame Dubois, Thomas m'a tout raconté. Je voulais vous dire à quel point j'admire votre force et votre dignité. Cette phrase avait touché Marguerite plus profondément que tous les compliments qu'elle avait pu recevoir dans sa vie. Mais la plus grande surprise était venue d'Henri Beaumont. Cet homme qui s'était présenté comme un simple complice repenti de Pierre s'était révélé être bien plus que cela. Au fil de leur conversation, Marguerite avait découvert un homme cultivé, sensible, qui portait le poids de ses erreurs passées mais qui avait trouvé le courage de les réparer. Marguerite, lui avait-il dit un soir où ils dînaient ensemble. « J'espère que vous ne m'en voudrez pas de vous dire cela, mais ces derniers mois à vos côtés ont été les plus beaux de ma vie. » À 58 ans, Marguerite n'avait jamais imaginé qu'elle pourrait à nouveau aimer. Mais Henri avait su toucher son cœur meurtri avec une patience et une tendresse infinies. Aujourd'hui, en ce beau samedi de décembre, elle descendait les marches de la mairie du 7e arrondissement au bras d'Henri, qui était devenu bien plus qu'un ami. Thomas et Sophie les attendaient, rayonnant de bonheur. « Maman, dit Thomas en la serrant dans ses bras, merci d'avoir été si patiente avec moi. Merci de ne jamais avoir cessé de m'aimer. Et merci à vous, Henri, ajouta-t-il en se tournant vers le vieil homme. Sans votre courage, nous ne serions pas là aujourd'hui. » La cérémonie fut simple et émouvante. Sophie avait insisté pour que Marguerite soit sa témoin, parce qu'une belle-mère comme vous, c'est un cadeau rare. Quand le maire prononça les mots fatidiques, Marguerite sentit son cœur déborder de joie. Son fils avait enfin trouvé l'amour véritable, celui qui se construit sur la confiance et le respect mutuel. Mais la plus grande surprise l'attendait à la sortie de la mairie.
Thomas prit le micro que Sophie lui tendait et s'adressa à l'assemblée des invités. Mes amis, avant de célébrer notre union, Sophie et moi avons une annonce à faire. Nous attendons un enfant pour le mois de juin. Marguerite faillit s'évanouir de bonheur. Elle allait être grand-mère. Henri la rattrapa in extremis, souriant de la voir si émue. Et nous avons déjà choisi le prénom, continua Sophie. C'est une fille, elle s'appellera Marguerite. En l'honneur de la femme la plus courageuse que nous connaissons. Cette fois, Marguerite ne put retenir ses larmes. Toutes ces années de souffrance, de solitude, de rejet. Tout cela s'effaçait devant cette reconnaissance, cet amour retrouvé point le soir, lors du dîner de mariage dans un petit restaurant familial. Henri se leva pour porter un toast. À Marguerite, qui nous a appris que l'amour maternel est la force la plus puissante au monde. Et à Thomas et Sophie, qui nous prouvent que la vérité finit toujours par triompher. Marguerite regarda autour d'elle, son fils et sa belle-fille qui se tenaient la main, Henri qui la couvait d'un regard tendre, sa sœur Claire venue spécialement de Marseille. Elle avait enfin la famille dont elle avait toujours rêvé. Parfois, les plus belles histoires naissent des plus grandes douleurs. Et parfois, il suffit d'un coup de téléphone inattendu pour que tout change.